pour ce nouveau rendez-vous de nos webinaires DMM que nous organisons donc du coup régulièrement pour vous. Les objectifs de ces moments, c'est de vous apporter des inspirations concrètes, de vous donner des éclairages et comme aujourd'hui, de vous permettre des rencontres marquantes autour du management et des soft skills. Et dans le cadre de notre offre conférence, j'ai le plaisir de partager aujourd'hui un temps d'échange privilégié avec un invité exceptionnel, c'est Jonathan Laubert. Bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Jonathan, donc tu es médaillé olympique de voile, tu es conférencier et tu es aussi grand passionné de performance collective. Et donc, tu vas nous parler d'un sujet qui résonne pour nous tous dans nos environnements professionnels. Tu vas nous parler du pouvoir du partage comme levier de réussite collective. Donc, pendant ces 30 minutes, nous allons explorer comment ta philosophie du partager, c'est gagner peut nous inspirer, peut transformer finalement nos pratiques managériales au quotidien. Et donc, je vous inviterai à poser vos questions directement dans le chat pour qu'on puisse y répondre au fil de l'eau. Et puis également, on prendra un temps spécifique à la fin. Donc, c'est parti. Déjà, Jonathan, est-ce que tu veux compléter peut-être la présentation que je viens de faire de ton parcours? Non, mais globalement, c'est très clair, effectivement. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai un passé de sportif de haut niveau. Effectivement, j'ai fait 4 campagnes olympiques. Donc, j'ai été remplaçant pour les Jeux de Pékin en 2008. Ensuite, j'ai été médaillé aux Jeux de Londres en 2012. J'ai aussi participé aux Jeux de Rio en 2016. Et après, j'ai arrêté ma carrière juste avant les Jeux de Tokyo en 2021. Donc ça, c'est pour le côté sportif. Et pour le côté académique, à l'origine, moi, j'ai un master en génie civil, donc plutôt une formation très scientifique. Et c'est vrai qu'à l'issue de ma carrière sportive, je me suis orienté plutôt vers le management. C'est pour ça que j'ai refait un master en management à l'EM Lyon Business School, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir transposer tous les apprentissages du monde du sport dans le monde de l'entreprise. Super. Merci, Jonathan. Et du coup, pour rentrer un peu dans le concret, je viens de le dire, ton mantra, c'est partager, c'est gagner. Comment tu l'as appliqué, toi, concrètement, dans ta carrière de sportif de haut niveau? Alors effectivement, c'est quelque chose qui m'habite aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est créé au fil du temps. Quand on fait de la voile, notamment de la voile olympique, c'est un sport individuel. Moi, j'étais dans une catégorie qui s'appelle le FIN, donc c'était le dériveur olympique pour les grands gabarits. Donc on était seul à bord, mais très rapidement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas fonctionner tout seul pour pouvoir remplir mes objectifs. Et notamment, la particularité de notre sport, c'est qu'il n'y en a qu'un qui va aller au JO. Et pendant les 4 années de préparation olympique, on est avec d'autres partenaires qui sont aussi nos adversaires. Et tout au long de cette période de préparation, eh ben, on est toujours tiraillé entre ces deux choses-là, de se dire est-ce que je partage mon savoir avec mon partenaire ou est-ce que je garde tout pour moi, de peur de me faire dépasser et de ne pas réussir à me qualifier pour les JO. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, quand j'ai découvert que je pouvais me libérer de cette peur de donner, parce qu'en fait, finalement, c'est vraiment une peur, une crainte qui nous empêche de franchir cet obstacle-là. À partir du moment où je me suis dit, ben, tente le coup, partage de l'info et tu verras bien ce qui se passe. Et finalement, ben, je me suis rendu compte que je rentrais dans une spirale positive qui conduisait sans arrêt à progresser. Alors la progression, elle avait 2 niveaux. La première, c'était que quand je devais partager quelque chose, je devais être sûr que je le maîtrisais suffisamment bien pour le partager à mon partenaire d'entraînement. Donc, bah, cette première introspection, souvent, on a tous un peu ça, là, les choses qu'on fait de manière un peu automatique. Je pense que tu vois un peu ce que je veux Ouais, dire. tout à fait. Ces fois, sans y réfléchir. Et quand on prend le temps, tranquillement, d'essayer de décomposer toutes les étapes et tous les éléments qui font qu'on arrive à bien faire cette chose-là, on arrive à trouver tout seul des éléments d'évolution qui sont intéressants. Et après, le deuxième step qui était vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment où on partage de l'info avec quelqu'un, tu le sais comme moi, quand on reçoit de l'info, on se l'approprie et on le fait toujours de manière un petit peu différente. Et quand les gens le font de manière un peu différente, eh bien, on peut aussi identifier ce qu'ils font de manière un petit peu plus performante Ouais, ou tout à plus fait. efficace. Et donc, en fait, en voyant mes partenaires d'entraînement exploiter les informations que je leur avais données, eh bien, ça me permettait de tout de suite voir les éléments que je pouvais améliorer et les intégrer à ma propre technique. Donc, en fait, c'était vraiment un cercle vertueux. Ok. Et du coup, donc tu as expérimenté cette collaboration, ce win-win finalement. Et c'est quoi la principale leçon que tu en as retirée? La principale leçon, c'est qu'en fait, on peut toujours apprendre des autres et on peut toujours apprendre de soi-même. C'est-à-dire que si on est dans un mindset où la curiosité est au centre du jeu, en fait, ça permet toujours de grandir. Parce que souvent, on a l'impression qu'on arrive
avec le sport de haut niveau, on répète tellement les gestes. Mm. Des fois, on va sur l'eau et on faisait encore et encore des virements de bord et encore des manœuvres et des bords, etc. Et en fait, on se dit au bout d'un moment, en fait, ça devient automatique. Ça devient automatique et on n'a plus rien à améliorer ou plus d'éléments sur lesquels on peut vraiment progresser. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on était confronté à ce genre de situation, eh ben, on trouvait toujours quelque chose qu'on pouvait Ouais. améliorer. En prenant le temps de décortiquer, d'aller chercher dans le détail, en étant curieux, en se disant, bah, tiens, effectivement, je pourrais peut-être mettre ma main à cet endroit-là, je pourrais peut-être me décaler très légèrement comme ça, je pourrais peut-être aller légèrement plus vite dans la rotation sur le virement de bord à ce moment-là. Et en fait, toutes ces petites choses que l'on va tester, ça va nous permettre d'avoir des apprentissages et de sans arrêt enrichir la boîte à outils pour devenir de plus en plus performant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans un sport comme la voile, chaque journée est différente. Les vagues, elles sont tout le temps en train de changer, le plan d'eau, il est toujours différent, le vent, il ne fait pas exactement la même chose. Et donc, si on reste dans cette démarche d'être toujours un peu curieux, de vouloir explorer, en fait, on n'arrive jamais à ce moment où on maîtrise tout parfaitement et on est lassé. Ok. Et du coup, si on fait un parallèle avec le monde de l'entreprise, en quoi ce que tu as vécu dans la gestion et la dynamique d'un équipage peut s'appliquer à la gestion d'une équipe? Alors en fait, souvent, moi j'ai eu la chance de naviguer à la fois tout seul, comme je te disais, sur mon bateau, Mm. mais j'ai aussi navigué très souvent en équipage, des fois dans des équipages où on était jusqu'à 25 à bord. Donc tu vois, ça peut être Ok. vraiment des très grandes équipes. Et notamment dans ce cadre-là, moi j'avais souvent le rôle du tacticien. Le tacticien, c'est celui qui est à l'arrière, juste à côté du barreur. Donc le barreur, c'est celui qui conduit le bateau. Et finalement, en fait, j'ai les mains sur rien et je suis simplement le chef d'orchestre. Mm. Donc c'est moi qui prends toutes les décisions à bord et qui guide l'équipage. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans cette posture-là, c'est une posture qui est assez atypique parce qu'en fait, comme je te le disais à l'instant, on n'a pas les mains sur les Mm. manettes. Donc en fait, on est totalement dépendant des personnes autour de nous. Et en fait, souvent dans un équipage, ce qui fait la différence, c'est quand j'ai envie de dire la mayonnaise prend, c'est plutôt quand en fait chacun a confiance en la personne qui est à côté de lui et que chacun respecte et fait très bien son travail. Mais pour être capable de faire ça de manière, je dirais, globale et fluide, c'est là où finalement il y a le moins de bruit. Parce que souvent, en fait, c'est ça qui est assez rigolo dans un équipage. Quand ça se passe bien, en fait, il n'y a pas de bruit. Et c'est là où on arrive à connaître un équipage qui fonctionne bien et qui est fluide. Il y a juste les bonnes informations qui circulent au bon moment et il n'y a pas de bruit parasite. Et c'est Mm. surtout qu'en fait, à ce moment-là, on a réussi à créer une synergie et une cohésion qui fait qu'en fait, la confiance sur l'ensemble de l'équipe est présente et chacun réalise bien son job, mais surtout, chacun a un œil sur le job de celui qui est à côté. Parce qu'en fait, ce qui va faire la différence dans un équipage, c'est de très bien connaître ce que tu as à faire, mais c'est aussi de parfaitement connaître le travail de la personne qui est à côté de toi pour pouvoir l'aider s'il y a besoin. Et souvent, dans un équipage, on aime bien dire les bons équipages fonctionnent si on n'a pas que des cow-boys ou des Indiens à bord. Mm. Il faut une espèce de mixité. Donc, en fonction des situations et des moments, eh ben, les personnalités plus ou moins fortes vont prendre l'ascendant. Mais c'est surtout en fait cette capacité d'écoute globale qui va faire la différence. Mm. Ouais, donc une capacité d'écoute, une confiance qui fait qu'il n'y a pas ce parasitage, il y a juste les bonnes informations qui circulent. Et donc ça qu'on peut dupliquer aussi dans l'environnement de l'entreprise, finalement, c'est d'avoir cette fluidité dans la communication et cette écoute, quoi. C'est ça exactement. Souvent dans l'entreprise, il y a quelque chose que j'ai remarqué qui m'a beaucoup frappé au début quand j'intervenais et que je travaillais avec des équipes de direction, c'est que souvent les ordres sont envoyés, mais il n'y a jamais de vérification sur le fait que l'ordre a été parfaitement bien reçu. Donc je vais te donner un exemple très, très concret. Nous, sur le bateau, par exemple, donc en tant que tacticien, je dois toujours faire très attention de garder mon équipe informée de ce qui va se passer Mm. pour qu'ils puissent préparer les manœuvres qui vont arriver ensuite. Mais aussi, je ne peux pas lancer une manœuvre si je n'ai pas la garantie qu'il soit prêt. Donc, c'est-à-dire que si jamais je demande un virement de bord au numéro 1 qui, des fois, a une dizaine de mètres de moi sur des grands bateaux, tu vois, avec presque 10 personnes entre lui et moi, si je n'ai pas la garantie qu'il a bien reçu l'ordre et qu'il est prêt, ben, je ne peux pas lancer la manœuvre, en fait. Ouais. Et donc, tant que je n'ai pas ce retour d'information, eh ben, si jamais je prends la responsabilité de lancer la manœuvre et de forcer les choses, ben, ce qui peut se passer, c'est que lui, s'il n'est pas prêt, il peut être éjecté du bateau, ou alors il peut y avoir une blessure, on peut casser quelque chose. Donc, les enjeux pour nous, ils sont tout de suite mesurables, parce qu'on va voir tout de suite que ça n'a pas fonctionné, qu'il y a du danger.
Mais ce qui est très important, c'est de vérifier le fait que l'information, elle me revient. Et en fait, c'est vraiment un jeu de va-et-vient. Et ça, dans l'entreprise, c'est souvent quelque chose qui est négligé. Mm. Ouais, donc là, un point important, de s'assurer de la bonne réception finalement Et du surtout de la message bonne compréhension. et de la Parce que bonne des fois, il y compréhension. a le message, comme je te disais tout à l'heure, il a plusieurs intermédiaires, notamment c'est exactement le cas sur un bateau quand on est nombreux. Comme je ne vais pas pouvoir crier suffisamment fort pour qu'il entende le message, il va être relayé par les différents membres de l'équipage jusqu'à lui. Ok. Alors évidemment, on peut faire un peu de signes visuels avec la main, est-ce que tu es prêt, etc. Mais quand même, globalement, ce qui se passe avec le bruit, le vent, etc., en général, c'est les autres membres de l'équipage qui vont relayer l'info. Et donc, on sait tous avec le téléphone arabe que des fois, l'information peut être déformée. Et donc aussi, quand elle va me revenir, des fois, elle va être peut-être un peu déformée. Donc ça, c'est très important de vérifier que la qualité de l'information de départ est suffisamment claire et précise pour qu'elle ait un maximum de chances d'arriver là-bas avec le message de départ. Ouais. Et du coup, pour en revenir du coup à cette différence entre la mentalité individuelle qu'on peut avoir quand on est tout seul versus quand on est dans un équipage, comment on passe de l'un à l'autre? Comment on passe de cette mentalité individuelle à on va gagner ensemble? Comment on fait ce switch-là? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est, au début, on travaille que pour soi. Quand on est dans un sport individuel, on se dit, bon, voilà, évidemment, on a toute notre équipe avec notre entraîneur, etc., qui nous permettent d'arriver dans les meilleures conditions possibles, mais après, on est responsable de délivrer la performance. C'est-à-dire qu'on est au bout de la chaîne et c'est à nous de délivrer le job, de le faire correctement. Donc ça, c'est quelque chose de très différent de quand on travaille dans un équipage. C'est que là, en fait, on met nos compétences au service de l'ensemble de l'équipe. Et comme je te le disais tout à l'heure, ça va être vraiment dans cette dimension d'écoute et d'essayer de s'emboîter telle une pièce de puzzle de manière idéale avec l'ensemble des compétences qu'il y a à bord qui va faire la différence. Si on mettait que des champions du monde tous ensemble, mais qu'il n'y avait pas cette synergie et cette écoute, parce que chacun se dit, moi je suis très fort, parce que je suis champion du monde et je suis le maître dans mon domaine, et bien en fait les équipages ne fonctionnent pas de manière générale quand c'est comme ça. Ce qui va être plutôt intéressant, c'est d'essayer de trouver les gens qui sont très performants à chacun des postes, mais surtout qui ont cette capacité d'écouter et de pouvoir se mettre au service les uns des autres, parce qu'en fait, en se mettant au service des uns des autres, on se met au service de la cause globale. Ouais. Et justement, dans cette idée de partage d'infos, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de partage d'infos qui a vraiment changé le cours d'une compétition ou d'une situation très difficile? Oui, alors là, moi, j'ai quelque chose de très concret. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une période pendant la campagne des Jeux de Rio, de Londres 2012, pardon. J'ai été extrêmement performant dans certaines conditions au vent arrière. Donc, c'est quand on a le vent qui vient dans le dos, et notamment sur le plan d'eau des Jeux Olympiques. Donc, j'étais très rapide parce que les vagues étaient particulières, elles étaient légèrement décalées par rapport à l'axe du vent. Et finalement, c'était très proche de ce que j'avais à La Rochelle, là où je Ok. m'entraînais tous les jours. Donc ça, c'était un véritable atout et j'avais développé une technique qui fonctionnait parfaitement bien dans ce genre de conditions. Et à cette époque-là, en fait, on travaillait avec le Suédois et le Finlandais pour le développement de notre voile en vue des Jeux Olympiques. On avait créé une alliance avec eux et on travaillait ensemble uniquement pour développer le matériel. Et on sentait que la synergie, elle ne se mettait pas en place. Tu vois, on avait du mal à Ok. partager de l'info parce qu'on savait qu'on serait adversaire pendant les JO. Donc, même si on savait que c'était intéressant pour nous de partager de l'info pour développer la voile, on sentait bien que concrètement, on avait du mal à mettre en place cette synergie et cette confiance. Mm. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, écoute, je vais aller un peu plus loin que le contrat qui était simplement de parler de matériel. Je vais leur donner un peu d'infos sur ma technique au vent arrière. Je vais leur expliquer parce que je voyais bien que tout le monde essayait de copier et d'essayer Mm. d'observer tout ce que je pouvais faire. Mais comme je te le disais tout à l'heure, c'est des détails qui font la différence et ça se passait essentiellement dans le positionnement et dans le timing que j'avais par rapport aux vagues dans le bateau. Ouais. Donc, même si tu filmes et que tu essayes d'observer de l'extérieur, c'est très compliqué de pouvoir savoir exactement ce que je pouvais faire. Comme Federer qui pourrait décrypter le geste parfait sur le revers, par exemple. Mm. Et donc, en leur donnant des infos supplémentaires là-dessus, ça a permis de créer de la confiance, justement. Parce qu'ils se sont dit, effectivement, il veut nous aider. Et à partir du moment où on est rentré dans cette synergie-là, eux, de leur côté, ils ont commencé à nous donner des infos sur le matériel de manière beaucoup plus transparente, de manière beaucoup plus claire. Et ça nous a permis de gagner énormément de temps. Mm. Et surtout, ça nous a permis de créer un groupe vraiment très fort et très solide, qui nous a permis même, la veille de chacune des courses pendant les Jeux, de tirer quelques bords ensemble pour Ah vérifier que nos ouais. bateaux étaient bien réglés. Ah, Et tu vois, super. ça, mine de rien, par rapport à tous les autres
autres concurrents des autres nations qui n'avaient pas ce groupe et cette confiance qui avait été créée, et ben en fait, ils étaient obligés de se préparer un peu chacun dans leur coin. Alors que nous, on savait que tous les jours, on pourrait tirer quelques bords ensemble et vérifier que tout le matos était prêt. Et ça, en termes de confiance, ça a fait aussi énormément la différence, tu vois. Ouais. Et du coup, si on le transpose dans le milieu de l'entreprise, un manager qui demain veut instaurer cette confiance et culture du partage dans son équipe, par où il commence? Qu'est-ce qu'il commence à actionner comme levier? Bah, le premier levier, comme je te disais tout à l'heure, c'est d'essayer de vraiment de rassembler l'équipe autour d'une cause commune. Nous, ce qui s'est passé à chaque fois, la manière dont on a travaillé avec les différents entraîneurs ou les différents partenaires d'entraînement quand on a voulu créer ces groupes et ces synergies, on s'est tous assis autour de la table et on s'est mis d'accord sur où est-ce qu'on voulait aller ensemble Mm. et qu'est-ce qu'on pouvait chacun apporter dans le groupe. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre qu'on a tous une valeur ajoutée, même si on a des compétences diverses. Mm. Et donc, je te donne un exemple très concret. Ce qui nous est déjà arrivé, c'est d'intégrer des jeunes qui étaient très certainement moins bons que nous sur le papier en termes de niveau, mais par contre qui avaient cette fraîcheur et cette curiosité, Ouais. comme je te disais tout à l'heure, et qui allaient finalement nous challenger en nous posant des questions. Mm. Et donc, on allait aussi pouvoir tester sur eux, de voir si les méthodes qu'on avait mis en place, on était capable de leur expliquer pour qu'eux puissent progresser très vite. Et donc ça, c'était intéressant parce que c'est comme ça que j'aurais envie de l'amener dans une entreprise avec un manager, c'est d'essayer de bien faire comprendre que chacun a des atouts, que ce qui va faire la différence, c'est la qualité d'écoute, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait ensemble et pourquoi on est là. Ça, c'est très important. Ouais, donner une vision, quoi, finalement. Mm. Mm. Maintenant, aussi, donc, tu parles beaucoup de ce mindset, le fait que tes adversaires, ils étaient finalement des partenaires de succès, là, au moment des JO de 2012. Comment on peut appliquer ça, en entreprise quand on est face à des situations de conflit interne, de compétition entre différentes équipes? Parce que là aussi, tu as des tips à nous donner. Oui, alors comme je te disais tout à l'heure, il y en a qu'un qui va aller au jeu. Donc Mm. pendant 4 ans, en fait, on est dans cette situation-là. Dans l'entreprise, ça pourrait se traduire avec deux personnes qui veulent un poste, ou des fois, tu Mm. vois, dans les dimensions chez les sales, quand ils vendent et il va y avoir le meilleur vendeur de l'année, à un moment, se dire, bah, peut-être que si je ne peux pas m'occuper de ce client-là, ça pourrait être très intéressant de le passer à mon collègue, parce qu'en fait, finalement, ça va faire gagner l'ensemble de l'équipe. Et Mm. finalement, si on fait un meilleur chiffre tout ensemble, eh ben, on a peut-être potentiellement plus de chances d'avoir une prime. Mm. Donc, tu vois, la dimension de la compétition, et quand des fois c'est un peu tendu ensemble, c'est d'essayer de comprendre que même si jamais on n'a pas la promotion au bout du compte, on n'est pas le meilleur vendeur, en fait, on va quand même bénéficier du succès global. Et ça, c'est un exemple que je peux te donner. Par exemple, mon partenaire d'entraînement qui n'a pas été qualifié aux Jeux de Ouais. Londres, parce qu'on était vraiment au coude à coude pour aller aux JO. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il a fait le choix de rester à mes côtés pour m'aider à me préparer du mieux possible pour les Jeux. Mm. Et en fait, le fait qu'il ait choisi de rester dans l'équipe et de participer à l'aventure jusqu'au bout, au final, quand j'ai gagné la médaille, eh ben, ça a immédiatement rejailli sur lui. Il a été identifié comme un équipier modèle et comme une personne qui avait participé à cette aventure-là. Donc immédiatement, on lui a proposé des jobs sur différents bateaux et dans différentes équipes parce qu'il a été immédiatement valorisé par une performance qui, au final, ce n'est pas lui qui l'a faite, mais l'ensemble de l'équipe qui avait participé et il était un des maillons forts qui a permis de réaliser ce succès-là. Ouais, donc ça a rejailli sur lui, en fait, finalement. C'est vraiment ça, c'est que souvent on se dit, voilà, j'ai pas eu le poste, et justement, c'est pas grave. Notre équipe, en fait, en continuant à travailler ensemble, on pourra remplir un objectif bien plus grand. Ok. Je voudrais revenir sur l'environnement qui peut être sous pression, stressant, donc un environnement comme tu as pu vivre toi dans les compétitions. Comment un manager peut développer sa capacité à rester calme, focus dans des périodes de stress? Oui, ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que dans le sport de haut niveau, on est souvent confronté à ça, des situations très stressantes. Et après, nous, il y a une autre dimension qui rentre en jeu. Des fois, c'est les conditions météorologiques. Tu Ouais. sais, des fois, quand il y a beaucoup de vent, et ben, en fait, tu te retrouves dans un environnement qui est très stressant parce que tu as du bruit, Mm. euh, le vent, il est fort, tu sais que tu peux tomber à l'eau, tu sais que voilà, tu es quand même dans un milieu très hostile. Et souvent, en fait, le piège, c'est de vouloir accélérer les choses parce que tu as ce Mm. sentiment d'urgence qui te donne envie d'aller plus vite, d'être plus alerte, etc. Et finalement, le secret dans toutes ces situations-là, c'est d'avoir cette capacité à ralentir les choses et à prendre son temps pour bien réaliser chacune des tâches. Et donc, en fait, je pense que ça joue sur plusieurs leviers. Le premier, ça va être la préparation. Parce que si tu es bien préparé, tu as la garantie que tu sais bien réaliser les tâches. Ouais. Et après, la deuxième chose, moi, j'avais beaucoup d'exercices de respiration.
qui me permettait, quand je chantais, que je montais un petit peu en pression comme ça, que vous allez certainement reconnaître ça, les temps qui vibrent un petit peu là où ça Mm. commence à chauffer là. Souvent, ça, c'était des alertes pour moi qui me disaient qu'il était temps d'essayer de ralentir un petit peu la machine et de prendre le temps de bien respirer. Et à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que je me focalisais sur la tâche la plus importante à réaliser et je mettais toute ma attention pour la réaliser du mieux possible. Et en fait, en étant focus sur une chose à bien faire à ce moment-là, ça permet déjà de diminuer ce niveau de stress et de pression. Et surtout, ça renforce la confiance parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans un moment où vous êtes au top, vous faites très bien cette tâche-là, et là, c'est valorisant Clairement. parce que vous vous Ouais. dites que vous avez réussi. Et donc là, vous vous focalisez sur la suivante et la suivante et la suivante. C'est un petit peu ce que j'ai envie de dire, c'est que plus vous êtes en confiance, plus vous êtes relâché, plus vous pouvez vous permettre de réaliser une action difficile, parce que vous avez plus de chances de la réaliser. Et quand vous êtes très stressé, je pense qu'il faut se focaliser sur des petites tâches simples et les enchaîner les unes après les autres pour que, en fait, toutes mises bout à bout, ça fasse une grosse action. Mm. Je vois le temps qui file, Jonathan, il nous reste déjà plus que 6 minutes. Du coup, je voudrais en profiter pour savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et puis, en attendant de potentielles questions, est-ce que tu peux nous en dire peut-être plus sur les conférences ou autres formats que tu proposes et les thèmes? Oui, absolument. Bah, moi, j'interviens en conférence sur différents formats, donc en général entre 1 heure et 1 h 30 avec les questions-réponses intégrées. Donc j'interviens soit en conférence, soit en atelier, parce que j'ai développé aussi 2 ateliers qui permettent de travailler sur la gestion du stress et la prise de décision en milieu instable, notamment un atelier qui permet de revivre la finale olympique ensemble. Et celui-là, il est assez intéressant parce qu'il va vraiment vous mettre en situation. Vous allez être dans le bateau avec moi, je vais vous commenter la finale, et au moment clé, je vais mettre des pauses et je vais vous demander de prendre les prochaines décisions. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que justement, en fonction des publics, on voit que les gens réagissent pas forcément de la même façon en fonction des situations et c'est assez rigolo. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, avec tout l'environnement incertain, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui fait vraiment écho à ce que vivent les managers. Et puis, est-ce que tu interviens qu'en français? Non, j'interviens aussi en anglais, donc ça me permet de pouvoir intervenir sur des groupes internationaux. La semaine dernière, par exemple, j'étais chez Chanel, on a travaillé sur la thématique du feedback. Donc, chez eux, voilà, on a vraiment essayé de pousser le curseur sur cette capacité à se transmettre les infos, peu importe le niveau hiérarchique. Comme je le disais tout à l'heure, nous, c'est les petits jeunes souvent qui nous ont permis de découvrir des choses à améliorer. Et c'est vrai que souvent, on a peur d'aller voir son manager et de lui faire un retour, souvent quand il n'est pas agréable en plus. Et souvent, c'est les feedbacks les moins agréables qui nous permettent le plus de progresser. Et donc, on a vraiment travaillé sur cette dimension de peu importe le niveau hiérarchique, peu importe s'il va faire du bien ou pas, l'idée c'est d'avoir la bonne information pour pouvoir prendre la bonne décision ensuite. Parfait, merci Jonathan. Je regarde en termes de questions, si on en a qui arrivent. Sinon, moi, on avait une autre pour toi. Alors, comment instaurer au sein de nos équipes dans les bureaux cette mentalité, ce mindset? Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que déjà, il faut en être convaincu, hein, ça c'est la première chose, mais avec des exemples très concrets comme ceux que je vous ai donnés, je vous ai montré que pour aller chercher une médaille olympique, j'ai réussi à me mettre en danger, entre guillemets, à prendre le risque. Et j'aime bien transformer ça plutôt en prise de chance. Souvent, on parle de prise de risque, ça a l'air toujours très négatif. Et moi, je pense qu'en fait, finalement, c'est une vraie prise de chance d'aller vers les autres, d'essayer de partager son savoir et d'essayer de se confronter à ce que l'on va pouvoir récupérer en face. Et en fait, on se rend compte que quand on rentre dans cette démarche, et ben, en fait, tout de suite, on est gagnant. Alors des fois, ça ne revient pas tout de suite. Et c'est ça, il faut aussi découvrir un petit peu la patience. Mais si on est curieux, si on n'hésite pas à aller vers les autres, vous allez aussi créer une dynamique globale au sein de votre équipe qui va aller bien plus, qui va être bien plus grande que simplement partager de l'info. Vous allez renforcer les liens, vous allez renforcer la confiance. C'est vraiment une spirale qui a tendance à vraiment prendre de l'ampleur au fil du temps. Hmm. Donc une spirale vertueuse finalement où on voit ça rejaillit à plein de niveaux, cette écoute, ce partage d'infos, ouais, ces échanges vraiment hyper réguliers, ces va-et-vient dont tu parlais tout à l'heure, qui vont vraiment avoir un gros impact au niveau de la dynamique d'équipe et de la collaboration et aussi de la performance au final finalement. Ouais, c'est ça. En fait, les gains, ils se mesurent à différents niveaux et c'est ça qui est intéressant parce que déjà, ça va vous faire du bien parce que vous allez être content de le faire ensemble.
Mm. Souvent, on voit dans les entreprises, il y a pas mal de télétravail, donc ça met un peu de distance. Mais si vous avez cette capacité à aller facilement les uns vers les autres, vous allez créer des liens, même si vous êtes des fois un peu loin. Vous allez prendre le temps de vous passer un petit message, un petit coup de téléphone. Et ça permet, même dans cette dynamique-là, du télétravail ou des fois de la distance, de finalement recréer des liens très facilement. Et aussi d'aller chercher, de devenir des ressources les uns pour les autres. Et c'est ça qui est intéressant dans les entreprises. Vous avez tous des compétences différentes, donc autant pouvoir en profiter les uns pour les autres. Tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan, du coup, pour cet échange inspirant. On arrive à la fin de notre demi-heure, ça passe très vite. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, je les prendrai. En tout cas, attendez, j'attends 2 minutes parce que je crois qu'il y en a qui arrivent. Hop. J'en profite en attendant pour vous parler de notre offre justement conférence. Comme vous le voyez, nous, on a à cœur chez DMM de vous proposer des intervenants de haut niveau comme Jonathan pour faire écho à vos enjeux, que ce soit en termes de leadership, de négociation, de dépassement de soi, de collaboration. Et on propose des formats aussi bien présentiels que distanciels, comme Jonathan le disait, en anglais, en français, et puis sur des formats conférences ou conférences plus ateliers pour des publics qui peuvent être des collaborateurs, des managers, des comex, des talents. Je pense notamment, Jonathan, à ton intervention cette semaine auprès de 250 managers en présentiel pour un de nos clients. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins. On vous accompagnera pour trouver la personne qui peut vraiment y répondre. Alors, une autre question, Jonathan, avant de clôturer. Quel serait le conseil clé que vous retiendriez au vu de votre parcours et que chacun devrait cultiver au quotidien? Je vous le disais tout à l'heure, je pense que la véritable chose qu'il faudrait vraiment développer, c'est la curiosité. N'hésitez pas à aller les uns vers les autres, n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fil de tous mes voyages, au fil de toutes mes rencontres, au fil de tous les différents partages que j'ai pu avoir avec les autres concurrents, ce qui faisait la différence sur la capacité à après pouvoir l'utiliser, c'est cette curiosité. Comment je vais le mettre en place? Est-ce que tu peux me réexpliquer? J'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire à ce moment-là. Et en fait, toutes ces petites choses-là, ça vous met dans une dynamique où vous êtes tout le temps en train d'apprendre et de grandir. Merci beaucoup, Jonathan.